Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare, il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le président de l'agglomération d'Alès qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Christophe Rivenc fera le point pour Objectif Gare sur les mesures économiques mises en place par la collectivité et l'impact du reconfinement sur le bassin alésien. On parlera aussi politique dans la deuxième partie de l'émission. Bonsoir, monsieur Rivenc. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On vous proposera notre reportage du jour. Depuis mardi dernier, les agents du service environnement du territoire de Beaucaire n'assurent plus le ramassage des ordures ménagères. Notre journaliste Stéphanie Marin est allée à leur rencontre. On accueillera ensuite en plateau Olivier Jalaguier, expert de la communication avec sa société Terra Luna à Nîmes. Il nous donnera les clés de la communication de crise en politique et dans les entreprises. C'est l'une des nouveautés du 19h le live avec Mardi Écho. Puis c'est notre journaliste Boris Boutet qui nous donnera des nouvelles du village de Saint-Laurent-des-Gouzes, lieu de tournage de la nouvelle fiction de TF1, Ici, tout commence. Enfin, vous retrouverez, comme chaque soir, la Minute Reconfinement. Merci tous donc d'avoir choisi 19h le live. Place aux 24h Actu. Et pour ce 24h Actu, on accueille tout de suite notre journaliste Coralie Mollaret. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Rivenc. Bonsoir. Et on commence par Vauvert, où les enseignants du collège La Vallée Verte sont en grève, Coralie. Oui, à peine rentrés, ils usent déjà de leur droit de retrait. Aujourd'hui, près de 60% des enseignants de l'établissement ont interrompu leur activité en cause l'absence de gel hydroalcoolique et de savon. En pleine épidémie de Covid-19, ils considèrent ne plus avoir les moyens d'exercer en sécurité. Seulement, voilà, les élèves ont passé leur journée dehors. Les parents n'ont pas pu les récupérer en raison du plan Vigipirate. Jointe par notre rédaction, l'Académie dépêche dès demain un inspecteur sur place. À Nîmes, un quinquagénaire condamné pour l'agression de ses chiens. Oui, les faits se sont passés dans le quartier de l'Aubouilly. En 2019, un homme contemplait sa maison après de jolis travaux sur la voie publique quand deux chiens l'ont attaqué. La victime a été mordue à plusieurs reprises. Son propriétaire a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Votre jugement va permettre au quartier de vivre dans la sérénité, a insisté l'avocate du blessé. Et en un mot avec les mesures pour les transports et les entreprises qui ont été annoncées par l'agglomération de Nîmes. On aura l'occasion d'en parler à M. Rivenc pour le territoire d'Alès. Oui, une conférence de presse était organisée hier. Le président de Nîmes Métropole a annoncé la mise en place d'une navette gratuite pour les plus de 65 ans. À raison de 2 déplacements par semaine, ils pourront se rendre aux Halles, au marché du Jean Jaurès et aux masses des agriculteurs. Côté éco, l'agglo a annoncé la mise à disposition de 4 personnels pour les chambres consulaires. Il s'agit de la chambre de commerce et celle des métiers. Ces dernières accompagnant les entreprises pour les aider à monter leur dossier d'aide. Et on continue à parler de l'agglomération de Nîmes puisque hier soir, il y avait le conseil communautaire mais en comité restreint. Et oui, crise sanitaire oblige. La moitié des élus étaient présents dans l'hémicycle. Au menu, le vote d'un nouveau règlement intérieur, l'embauche d'un conseiller en finance. Oui, ça a fait un peu polémique. Qui a fait jaser. Et au cours de cette séance, la gauche a attaqué la SPL Agathe. Vous savez, c'est l'aménageur de Nîmes Métropole. En cause, un terrain acheté au double de son prix par rapport à l'évaluation des domaines. Ce terrain se situe à Rodescent, sur la future zone d'activité économique Magna Porta. Alors, président de la SPL, le premier adjoint à la ville de Nîmes, Julien Plantier, qui viendra sur notre plateau, a justifié que le montant avait été fixé à la suite de très très longues négociations. Et puis hier soir, sur TF1, marqué le premier épisode d'Ici, tout commence, la nouvelle série qui a tourné dans le Gard. Alors Christophe Rivenc nous dira s'il a regardé. Mais oui, les fans en tout cas n'attendaient que ça. Retrouver Rose de la Tour, Antoine Myriel et bien sûr le séduisant Maxime Delcourt. Ici, tout commence, c'est bien sûr la série dérivée de Demain nous appartient. Sauf que cette fois-ci, cette dernière n'est pas tournée à Sète, mais dans le Gard, vous l'avez dit Abdel, au château de Saint-Laurent-des-Gouzes. Et selon la chaîne, c'est un carton. Le premier épisode a fait 3,7 millions de téléspectateurs qui étaient réunis devant leur petit écran. Merci Coralie pour toutes ces informations. Terminons quand même ce 24h Actu par une information plus personnelle de notre rédaction avec la naissance ces dernières heures du premier bébé Objectif Gare. La petite Olivia est née hier soir à 22h30. Elle va bien comme ses parents Elodie et Tony, nos journalistes de l'agence d'Alès à qui nous adressons bien entendu toutes nos félicitations.
Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec l'interview de Monsieur Rivinc. Coralie, vous restez avec moi pour cette interview. D'abord, la première question qu'on souhaitait vous poser, Monsieur Rivinc, prendre des nouvelles de Max Roustan, le maire d'Alès qui a été atteint du Covid-19. On voulait déjà savoir s'il allait bien. Écoutez, oui, il va bien. Nous avons travaillé un long moment encore aujourd'hui ensemble au bureau. Il a repris ses activités depuis maintenant plus de 10 jours. Après le confinement, vous savez qu'il a eu des drames personnels, oui, puisqu'il a perdu son frère également, donc sur cette même période. Donc c'est vrai que voilà, Max Roustan, qui est un travailleur, qui est plein de force, a repris la pêche et est présent avec moi, avec tous les élus sur le terrain. Et vous n'avez pas été malade? Vous n'avez pas contracté le virus? Écoutez, je me suis fait tester dans la foulée, selon la procédure prévue, et je suis négatif. Et pourtant, c'est vrai que avec tous les gens que nous voyons, c'est compliqué. Mais là aussi, c'est peut-être un message, puisque je respecte scrupuleusement les gestes barrières, le port du masque, le lavage de mains, la distanciation, et je touche du bois. Il y en a sur votre plateau, ça tombe bien. Jusqu'à ce jour, semble-t-il, je n'ai pas contracté, ou si je l'ai eu, j'étais asymptomatique, comme plus de 70% des cas Covid. Et c'est une des problématiques, d'ailleurs, dont nous pourrons parler, effectivement, par rapport à la responsabilisation individuelle dans le cadre de cette crise contre laquelle il faut s'unir et lutter. Le reconfinement, Monsieur Rivinc, est en place depuis maintenant quelques jours. Alors, un reconfinement un peu particulier, puisque finalement, on peut continuer à travailler, on peut continuer à mettre ses enfants à l'école. Selon vous, est-ce que c'est la bonne solution, ce reconfinement, disons-le, light ou partiel, pour lutter contre l'épidémie, notamment dans notre département ? Écoutez, je suis partagé. J'avoue très humblement que je pense qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui par rapport à la situation sanitaire de notre pays et de notre département, puisque je rappelle que le Gard est aujourd'hui des départements d'Occitanie le plus touché pour la circulation du virus. Donc moi j'ai une inquiétude, effectivement, je pense il y a plusieurs éléments. Mais d'abord, bien sûr, protéger nos populations, les plus vulnérables d'entre nous. Et donc à ce titre-là, trop circuler, trop de proximité sociale les uns et les autres ne va pas freiner la circulation de ce virus. Donc j'ai la crainte que ce confinement, qui n'en est pas vraiment un, on le voit dans la rue tous les jours, dure longtemps et de fait ne permettent pas une baisse très importante de la circulation du virus et de fait continue de peser lourdement sur l'économie de notre territoire. Et donc je me demande s'il ne fallait pas un confinement plus dur, plus court, pour pouvoir reprendre plus rapidement une vie un peu plus normale, même si nous savons que la vie normale n'est pas attendue avant l'été prochain. Oui, un mot également, parce que je présume que vous êtes en lien permanent avec l'hôpital d'Alès. On a eu hier le directeur de l'hôpital de Nîmes, on a eu le professeur de la Coussée qui sont extrêmement inquiets parce qu'ils sont déjà en saturation. Je crois que c'est le cas également à l'hôpital d'Alès. Oui, effectivement, en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Alès, je suis en liaison quotidienne avec l'équipe de direction, avec les médecins, et je ne peux que confirmer malheureusement que l'hôpital d'Alès est saturé aujourd'hui. La réanimation, on était à 8 lits, on est passé à 12, on va passer à 14 lits. On travaille aujourd'hui en complémentarité avec la clinique Bonnefond, la clinique privée, mais qui n'a pas la capacité de recevoir, notamment en réanimation médicale, des patients. Les lits Covid grossissent de jour en jour. On déprogramme, comme partout, des interventions non majeures et on est en train de fermer des services de médecine pour les transformer en services Covid. Donc on est dans une situation dans le Gard, il faut que nos téléspectateurs l'entendent, bien pire qu'au mois de mars, et on se retrouve dans des situations que d'autres départements ont connues au mois de mars, avec après des transferts de patients vers des territoires plus lointain. On a commencé à transférer en Bretagne des patients du Gard. Donc moi, je voudrais vraiment alerter aujourd'hui nos concitoyens, parce que c'est vrai que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre eux ne prennent pas assez sérieusement. Sur Alès, vous voyez encore beaucoup de gens qui ne portent pas de masque? Non, il n'y a pas sur Alès ou pas sur Alès. Je crois que, vous savez, on a vécu une période très difficile. Le premier confinement a été très, très durement vécu. Les gens sont rentrés chez eux, ont eu du mal à ressortir. Et puis, il y a eu l'été. On s'est aperçu ou on a cru que tout ça allait finir. Certains professeurs ont dit que c'était
fini, donc les gens ont repris la liberté. Aujourd'hui, on redit aux gens qu'il faut se reconfiner. Je pense que moralement, c'était très compliqué. On rentre dans une période en plus hivernale, où les jours sont beaucoup plus courts, et on a aujourd'hui des personnes, je le vois sur télétravail, on pousse certains agents, nous, des collectivités par exemple, à télétravailler. Aujourd'hui, les gens, les personnes refusent plus ou moins ce télétravail, ne veulent pas se reconfiner. Donc on est dans un autre état d'esprit où le virus, on a appris à vivre avec, et où il fait moins peur qu'avant. Pourtant, il est toujours aussi dangereux qu'avant. Et pas tant pour les personnes bien portantes d'un certain âge, même si en réa, on trouve des trentenaires, des quadras, des quinquas. Mais en tout cas, on peut être des vecteurs pour déplacer ce virus. Et je crois que la responsabilité aujourd'hui politique, la responsabilité médicale, la responsabilité de tout un chacun, je l'ai dit, c'est une responsabilité individuelle pour un résultat collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit tous prendre conscience que si on veut arrêter ce virus au plus tôt, pour reprendre une vie au plus tôt normale, c'est un effort collectif. Et pour ça, voilà, il faut faire un effort. Alors, la crise sanitaire a un impact sur la santé des Français, mais aussi sur l'activité économique. Vous êtes le président d'Alès Aglo. Alès, c'est le deuxième bassin industriel de l'Occitanie. Est-ce que vous avez eu vent de difficultés de vos fleurons ou de toutes les autres entreprises ? Écoutez, je crois que comme partout, l'activité économique a souffert, mais je voudrais revenir, parce que tout à l'heure, si vous le permettez, j'ai un peu développé la partie sanitaire, mais sur le reconfinement, je voudrais aussi parler, j'espère qu'on y reviendra, sur la partie économique, notamment sur les commerces de proximité, parce que c'est un des combats actuels, et je crois que ça sera important. Mais pour revenir à votre question... les commerces sont aussi en difficulté, sur les commerces sont en difficulté, mais je voudrais parler, parce que j'ai pris des initiatives aujourd'hui, et on va en parler de vos mesures. Tout à l'heure. Alors, sur les entreprises industrielles du bassin d'Alès, aujourd'hui, bien sûr que beaucoup sont en souffrance. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont continué, qui ont repris le travail le plus rapidement possible après le premier confinement. Et puis aujourd'hui, ces entreprises sont encore au travail. Donc nous avons la chance d'avoir des très belles entreprises en pointe et des entreprises qui travaillent aujourd'hui aussi à la lutte contre cette pandémie, comme LFB et d'autres. Donc à partir de ce moment-là, il y a des entreprises qui continuent et qui continuent de vivre, de travailler et qui ont bon espoir. Mais je voudrais dire à Alès comme ailleurs, la problématique, nous la verrons au mois de mars, à la clôture des comptes. C'est à ce moment-là où, effectivement, dans les bilans, on va s'apercevoir des véritables difficultés qu'ont connues les entreprises. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on pourra en avoir parlé à de nombreuses reprises avec les autorités préfectorales, avec le tribunal de commerce. Effectivement, pour l'instant, on commence à voir les premiers signalements, oui. Mais il va falloir les analyser, puisque, effectivement, entre les aides qui n'ont pas été demandées, certaines aides qui ne sont pas encore arrivées, que j'étais avec des chefs d'entreprise ce matin qui me disaient que depuis le mois de juillet, ils attendaient que les aides promises soient versées sur leur compte. Donc, il y a des problématiques, donc il est encore un peu tôt pour faire ce bilan. Mais bien sûr qu'il y a des entreprises qui souffrent, mais j'ai le sentiment que plus l'entreprise est industrielle, moins elle peut souffrir par rapport à des entreprises de services, effectivement, dont l'activité a été... est plus stable, qu'elle exporte. Oui, voilà. Et puis c'est vrai qu'on a la chance sur Alès d'avoir des entreprises de renom international, avec des emplois, avec des métiers, des emplois pérennes, mais aussi, je veux dire, qui fabriquent des produits en demande. Donc effectivement, aujourd'hui, la consommation était repartie, la demande est importante. On le voit par exemple sur l'activité automobile, puisque dans un premier temps, les concessionnaires avaient été fermés. Aujourd'hui, il y a des ventes en ligne. Il y a des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de domaines aujourd'hui où on continue à travailler, où les entreprises, pour certaines, je le dis, ont redémarré au mois de juin, juillet, août. Voilà, mais c'est pas le cas de toutes. Donc, il est trop tôt pour faire le bilan, mais on est en observation avec notre agence de développement. Vous êtes le chef de file aujourd'hui de l'économie sur votre territoire. Est-ce que rapidement et de manière concise et précise, vous pouvez nous citer quelques-unes de vos actions pour aider ce tissu économique ? Écoutez, ce que nous avons mis en place immédiatement après le lancement du premier confinement, ça a été d'abord l'observation, c'est-à-dire qu'on a déployé l'ensemble des services de la ville d'Alès, de l'agglomération d'Alès et de l'agence de développement Alès-Mériapolis pour être en observation. Nous avons joint toutes les entreprises et nous sommes mis à leur service. Puis nous avons pris des décisions concrètes sur l'exonération de loyer pour les entreprises que nous hébergions, sur l'exonération des droits de place, des droits de terrasse, pour les restaurants par exemple, sur les parkings, sur ce genre de mesures qui ont été prises et qui ont continué autant que le confinement. Et puis après, avec la région, puisque je suis également conseiller régional, nous avons discuté, et président de groupe, donc j'ai eu l'occasion, dans le cadre des conférences des présidents que la présidente avait organisées, de participer à la mise en place des politiques régionales d'aide économique. Pourquoi ?
Parce que depuis les dernières lois de notre pays, la région est le chef de file du développement économique. On ne peut pas faire ce qu'on souhaite chacun dans son coin en matière d'aide économique. Donc il fallait travailler ensemble, ce que nous avons fait. Nous avons co-porté justement des aides, notamment des fonds d'investissement, le fonds local et des fonds de soutien, dans lequel l'ensemble des partenaires abondent, que ce soit l'agglomération, Vous avez mis combien, vous, par exemple? Nous, aujourd'hui, on va dire, ce qu'on a mis, on a ouvert des crédits. Mais j'aimerais consommer ces crédits. C'est ça une difficulté aujourd'hui que nous rencontrons. C'est que les entreprises ne demandent pas? Alors, c'est que les entreprises, pour certaines, ne le demandent pas. Par ailleurs, parfois, c'est que l'éligibilité, et ça je le regrette et je le dénonce, c'est hyper compliqué aujourd'hui de déposer un dossier, si vous n'avez pas des experts comptables, des gens qui vous passez à côté d'aide. Et puis, ce qu'on vous demande bien souvent, mais des cliquets à toutes les demandes. Donc, c'est vrai que j'ai le sentiment, et c'est la faute de personne, c'est la faute du système. Et donc, j'ai le sentiment aujourd'hui que dans une crise comme celle-là, il faut décliquer notre économie et donner des aides directes. Je me suis battu pour qu'une partie de ces aides, qui devaient être au sens de la loi, ce qu'on appelle des avances remboursables, c'est-à-dire c'est des prêts de trésorerie, en fait. Oui. On prête de l'argent à 0% et l'entreprise doit nous le rendre, qui s'ajoutaient à des PGE, qui étaient une bonne mesure, qui étaient là aussi des prêts garantis par l'État, qui étaient donnés. Donc en fait, on n'apportait que des aides de trésorerie aux entreprises. Mais ces aides devaient être remboursées. Donc je me suis battu. On a pu obtenir collectivement le fait que ces aides devenaient des subventions sèches qui permettent aux entreprises de pouvoir abonder des difficultés. Et puis sur Alès, vous avez mis en place un fonds de soutien également de 3 millions d'euros, c'est bien ça ? Disons que c'est la globalité des aides se porte à 3 millions d'euros aujourd'hui. La participation au fonds local, c'est 400 000 en fonds de soutien, et en tout, c'est 3 millions d'euros d'aide que je veux consommer, que les choses soient claires, que je veux consommer, et pour lesquelles on essaie justement de motiver les entreprises pour consommer. Et aujourd'hui, ces aides, elles vont pouvoir être redéployées sur le commerce de proximité, auquel je voudrais apporter quand même un soutien, une fois de plus, bien entier, puisqu'à Alès, vous savez, notre appétence et notre soutien fort au commerce de centre-ville, qui se porte pas si mal que ça dans un cœur de ville que nous avons redynamisé. Et aujourd'hui, ces entreprises qui payent lourdement ce deuxième reconfinement sans qu'on comprenne très bien pourquoi d'ailleurs aujourd'hui ce sont les seuls à fermer, que ce soit les cafés, les restaurants, les commerces dits non essentiels. Moi je suis désolé, s'habiller c'est essentiel. Donc aujourd'hui, il va falloir apporter des aides spécifiques, parce que là pour le coup, la seconde lame elle va être mortelle, et si les commerces ferment, ils ne réouvriront pas et on va tuer les cœurs de ville. Donc là il y a une action aussi sur laquelle je veux que nous apportions des aides concrètes. J'étais en discussion ce matin et je proposerai des initiatives rapidement pour aider. Est-ce que vous êtes monté au créneau auprès du préfet, par exemple, pour qu'il fasse monter auprès du gouvernement la possibilité d'ouvrir plus de commerces ? Bien sûr, je m'en suis ouvert dès la décision du confinement. Je m'en suis ouvert dans les réunions nombreuses que nous avons avec le préfet. Donc, il n'avait pas la possibilité, lui, de prendre cette décision, mais il avait la possibilité, il l'a fait, je le sais. Il a remonté, comme beaucoup d'autres élus, cette attente. Mais je veux bien être clair là aussi. C'est pas ouvrir pour ouvrir, parce qu'on ne peut pas avoir un double discours de dire il faut être hyper prudent sur la circulation du virus et il faut tout ouvrir. Je vous ai parlé de reconfinement qui n'était pas vraiment un reconfinement. Aujourd'hui, je suis persuadé, et beaucoup d'autres élus avec moi, et je l'ai dit dès jeudi matin, que le virus circule moins dans les commerces de proximité, parce qu'on peut mettre des normes, on peut fixer des rendez-vous, on peut limiter le nombre de personnes par mètre carré, alors que dans les grandes surfaces aujourd'hui, même si la norme c'est 4 mètres carrés par personne, en fait la réalité c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans des locaux peu ventilés dans lesquels le virus peut circuler beaucoup. Donc ça peut être une mesure à la fois sanitaire, et puis Noël approche, et puis aujourd'hui on ne peut pas expliquer que nos concitoyens vont passer Noël sur Internet et sur les plateformes de vente en ligne que peuvent être Amazon ou d'autres. D'ailleurs, ça je crois que, mais là-dessus aussi, je voudrais en profiter pour rappeler au patriotisme économique. On ne peut pas passer son temps à vouloir défendre les commerces, parce que c'est vrai que tout le monde doit défendre les commerces de centre-ville, il faut le défendre. Mais la seule façon de les défendre collectivement et individuellement, c'est de différer ses achats pour acheter dans ces commerces quand ils vont réouvrir. Si à peine aujourd'hui cette décision prise, on en profite pour aller faire ses courses ailleurs, on ne défend pas le commerce de centre-ville. Et la collectivité ne pourra pas les sauver elle seule. Sur la question du commerce et de la réouverture demandée par certains élus, on a le sentiment qu'il y a une certaine démagogie. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir le courage de dire aux entreprises, écoute, prenez la crise est peut-être le bon moyen pour prendre le tournant d'Internet et d'accompagner peut-être aussi les chefs d'entreprise. C'est ce que vous avez fait, je crois, avec votre planète Aleph of Course. Est-ce que ça a bien marché ? Est-ce que c'était pas trop cher le droit d'entrée ? Parce que je crois qu'il y avait un droit d'entrée. Non. Est-ce que ça a fonctionné, cette plateforme ? Alors, vous avez parlé de démagogie. Je vous remercie de me tendre
la perche, ou le micro en l'occurrence. C'est vrai que la démagogie a été pour moi ce qu'ont fait certains de mes confrères maires, je ne veux pas dire du mal de mes collègues, de prendre des arrêtés pour laisser croire au commerce qu'ils pouvaient ouvrir sur décision du maire. Là, je pense que c'était une mesure dangereuse et pour le coup démagogique, parce qu'on a laissé croire que les maires qui faisaient pas ça étaient des maires qui n'aimaient pas leur commerce. Bien au contraire, je pense que de ne pas avoir pris ces types d'arrêtés qui sont illégaux, clairement, parce qu'un arrêté du maire, c'est pas au-dessus d'un décret ministériel, pouvait mettre en danger les commerçants. C'est la raison pour laquelle, avec Max Roustan, nous avons refusé de prendre cette mesure qui aurait pu paraître démagogique, faire plaisir à quelques-uns, mais mettre beaucoup de personnes dans la panique. Par contre, effectivement, nous avons été la première collectivité à réagir lors du premier confinement en mettant en place gratuitement, pour tous ceux qui le souhaitent, justement une plateforme qu'on a développée grâce à une start-up alaisienne, Agartha, une plateforme qui s'appelle Alès of Course. Vous aviez combien de commerces sur cette plateforme ? On a eu, en 3 jours, on a eu 150 commerces qui ont adhéré à cette plateforme à l'époque parce qu'ils étaient confinés. La réalité, pour dire la réalité, c'est effectivement au moment de la réouverture des commerces, et c'est bien naturel, les commerçants ont repris la vente en direct, effectivement ont un peu abandonné, laissé tomber cette plateforme parce qu'ils avaient plus d'activité, et on ne va pas leur jeter la pierre, ils ont raison. Le problème, c'est que je leur ai dit à plusieurs reprises, attention, si nous sommes reconfinés, peut-être qu'on perd du temps pour pouvoir réagir de suite. Donc, depuis quelques jours, avec les services de la ville, avec nos managers du cœur de ville, avec Alès Maria Police, nous sommes en soutien pour aider les commerçants à réalimenter cette plateforme qui est Alès of Course. Et nous sommes prêts, et je l'ai dit aussi ce matin aux commerçants, je les revois demain à 15h30, que nous allons alimenter des grandes campagnes de communication pour pousser nos concitoyens, les Alésiennes, les Alésiens, les habitants du territoire, et bien au-delà, à faire leurs courses en local. Et c'est comme ça, je le redis, excusez-moi, mais c'est comme ça que nous saurons nos commerces. C'est à travers la consommation. Savez-vous, chaque année dans les commerces du centre-ville, c'est 150 millions d'euros d'ailleurs de consommation. Vous imaginez, c'est plus de 10 millions d'euros par mois dans les commerces du centre-ville. Aucune collectivité ne pourra compenser cette perte, même si demain on voulait compenser, on ne peut pas mettre 10 millions d'euros dans les commerces aujourd'hui pour compenser, même si certains sont ouverts. Donc à partir de ce moment-là, c'est collectif, je le redis bien. Il faut être unis, il faut être collectivement pour lutter contre le virus et pour sauver nos commerces et nos entreprises, au-delà des commerces. Merci, Monsieur Rivenc. Une dernière question. C'est une question d'un de nos lecteurs qui a été posée cet après-midi sur les réseaux sociaux. Alors, en ce qui concerne la menace terroriste, les agressions, est-ce que vous comptez armer les policiers municipaux d'Alès, comme ceux de Nice par exemple ? C'est une question récurrente et très importante. Pour autant, je ne suis pas maire d'Alès, c'est Max Roustan, je ne suis que son premier adjoint, c'est à lui de prendre cette décision, puisque c'est une décision du maire, à travers ses pouvoirs de police qu'il délègue. Oui, mais il vous écoute beaucoup quand même. Mais nous sommes raccords, et je vais vous le dire, effectivement c'est un vrai débat, et la position de Max Roustan est claire depuis des années. Vous savez qu'on a développé, on a une très bonne police municipale à Alès, et je rends hommage aujourd'hui à ces fonctionnaires de police qui sont très investis, et Max Roustan a toujours dit, moi je suis prêt à armer la police municipale quand elle aura les prérogatives d'emploi des armes correspondant à cet armement. Donc aujourd'hui, on sait que les polices municipales n'ont pas les prérogatives d'emploi des armes des gendarmes ou des policiers nationaux. Et donc, c'est parfois, pour Max Roustan, ça peut mettre en danger certains des agents, justement, de se retrouver armés et ne pouvoir faire usage de ces armes pas dans les ultimes conditions. Donc ça se discute. Max Roustan est quelqu'un, vous savez, de très pragmatique, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un sujet très sensible. Et en tout état de cause, nous avons la chance d'avoir une belle police municipale, et je pense que les policiers municipaux dans ce pays sont pas assez mis à l'honneur, parce que aux côtés de la gendarmerie, des forces de police nationale, c'est une force de sécurité intérieure très importante dans ce pays, et je veux leur rendre hommage aujourd'hui, et ils savent qu'ils ont notre soutien aussi. C'est fait. Merci beaucoup, Monsieur Rivenc. Vous restez avec nous, puisqu'on aura une deuxième partie d'interview dans la deuxième partie de l'émission. Allez, je vous propose à présent de découvrir notre reportage du jour. Ce matin, notre journaliste Stéphanie Marin est partie à la rencontre des agents du service environnement du territoire de Beaucaire qui n'assurent plus le ramassage des ordures ménagères. Les images sont fortes, tout autant que l'odeur. À Beaucaire comme à Bellegarde, des montagnes de sacs d'ordures ménagères ont envahi les rues. Des sacs parfois éventrés, leur contenu éparpillé tout autour. Il y a une semaine, les agents de collecte et de la propreté urbaine de la CCBTA entamaient un mouvement de grève illimité. Au cœur de la grogne, et ce même si rien n'est encore acté, un projet d'externalisation d'une partie des prestations du service environnement. La privatisation a commencé en 2018. Donc aujourd'hui, nous en sommes à plusieurs tournées sur le privé. Donc aujourd'hui, on ne veut plus donner de tournées au privé, on va garder notre service public, on va garder nos emplois sur Beaucaire. Tout le monde s'inquiète pour ses emplois. Aujourd'hui, les emplois sont difficiles, donc on va garder notre service public sur notre territoire. Alors pendant une semaine, les camions ne sont pas sortis des ateliers.
Ça commence à faire beaucoup, tout le monde s'inquiète, les habitants s'inquiètent aussi. C'est la population, c'est vrai que c'est pas très joli à voir, c'est pas agréable, l'odeur aussi. Tout le monde se languisse que ça se finisse, quoi. C'est le cas de Stéphanie, commerçante à Beaucaire. On a tout à fait le droit de manifester, de dire ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. Voilà, je me mets aussi à leur place. C'est pas un métier très facile non plus. Mais après, voilà, nous, ce qui en ressort, c'est que au niveau de l'odeur, des bestioles qui commencent à y avoir des rats, la vue aussi. Donc voilà, juste en face de mon magasin. Place Raymond VII, Aurélie s'est sentie prise la main dans le sac lorsqu'elle a jeté sa poubelle. Disons qu'on peut pas garder les poubelles dedans parce que ça va vite sentir mauvais et malheureusement on est obligé d'empiler. Donc bon, c'est sale, mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Je comprends leur démarche. Après, j'espère qu'ils vont trouver une solution et un accord avec les mairies. Ce mardi matin, les maires de la CCBTA, excepté Juan Martinez, déclaré cas contact, et les agents du service environnement se sont retrouvés autour de la table de négociation. Hervé Boule, le directeur général des services, y était également. La revendication que les agents ont fait remonter plus précisément aujourd'hui, c'est que pour ceux qui faisaient le roulement le week-end, qui serait éventuellement supprimé en cas de transfert, ça leur posait un problème de perte de revenus assez conséquent. C'est vrai, 150 €, c'est une somme non négligeable. Les élus ont indiqué que si c'était cette demande-là, qui était beaucoup plus précise, beaucoup plus réduite que la précédente, ça pourrait être discuté et vu au cas où il y ait externalisation, ce qui n'est pas défini aujourd'hui. Et les agents se sont engagés, en cas de paiement des jours de grève, à rattraper tout le volume des déchets ménagers entreposés sans aucune rémunération d'heures supplémentaires à ce moment-là. À l'issue de cette négociation, les élus ont statué lors d'une réunion pour la mise en place d'un système de compensation sur la perte de revenus des agents pour les week-ends non travaillés si le projet d'externalisation est acté. Et du coup, c'était plutôt pour donner une bonne nouvelle, puisqu'on vient de l'apprendre, les agents ont décidé de lever leur piquet de grève, donc reprise du travail, demain, mercredi. Allez, à présent, c'est l'heure de Mardi Écho. Et on accueille tout de suite en plateau Olivier Jalaguier, le directeur de l'agence de communication Terra Luna. Bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau ce soir. Alors Olivier, je voulais vous avoir avec moi ce soir parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir comment il fallait communiquer en temps de crise. Bon, tout dépend d'abord de quelle crise on parle. Excusez-moi Abdel, mais... crise sanitaire, il y en a un paquet de crises. Oui, on a une crise identitaire nationale qui se joue, mais je pense qu'on va parler plus précisément de la crise sanitaire mondiale. Vous savez, moi, je communique pour des sociétés. Il nous arrive, c'est pas le récurrent, mais il nous arrive de communiquer de temps en temps pour des sociétés qui sont en crise. Des crises de tous ordres, ça peut être des licenciements massifs, des fermetures, des dirigeants qui sont accusés de comportements délictueux, etc. Parfois même, localement, ça a été le cas pour des arrachages supposés illicites. Donc, c'était des communications de crise. Voilà. En fait, quand on intervient, nos clients, lorsqu'ils nous appellent parce que cette information qui leur vient les ébranle. Ils sont pris de court. Et, oui, bien sûr. Et lorsque nous intervenons, lorsqu'on est sollicité le plus souvent avec un temps de retard par rapport à l'adversaire. L'adversaire, c'est qui ? C'est l'opinion publique. Et oui. Et l'opinion publique peut faire des dégâts en termes politiques considérables. Christophe Rivain, qui est ici présent, ne me dira pas le contraire. Il faut être vigilant là-dessus. Et pour une société, eh bien, c'est un dramatique pour les clients, pour les consommateurs, pour l'image de marque. Et ça peut être irréversible. Donc il faut intervenir rapidement en termes de communication de crise. Et de la même façon, et je le compare souvent à de la médecine urgentiste. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est pas de trouver les origines du mal et le traiter en profondeur. Il faut, comme la médecine urgentiste essaie de maîtriser le patient pour stopper l'hémorragie. C'est traiter les conséquences. Il faut d'abord maîtriser le client pour que ça s'empire pas. Il faut traiter l'urgence et pas essayer de trouver les origines du mal. Un mot de politique également, et puis Christophe pourra nous en dire un mot, Monsieur Rivenc également. La situation sanitaire, elle empêche finalement aux élus d'être en contact régulier avec leurs administrés. Du coup, ils utilisent de plus en plus les outils numériques. On le voit, le maire de Bagnols-sur-Cèze, par exemple, fait un quotidien tous les jours en Facebook Live. Est-ce que c'est de bonnes méthodes, selon vous ? Alors, moi, je modérerai la question, si tu me permets, Abdel, parce que le contact existe, au-delà du numérique.
Je pense que malgré le contexte sanitaire d'aujourd'hui, les élus locaux, et d'ailleurs sur Alès, sur Nîmes, pour rester chez nous, l'ont prouvé. Je parlerai de Nîmes que je connais mieux. Il faut accepter l'idée que Jean-Paul Fournier et son équipe ont bien très bien maîtrisé la distribution de gel hydroalcoolique dans tous les commerces, la distribution de masques à l'ensemble de la population avec une maîtrise de la distribution remarquable. C'est une façon d'approcher et de communiquer avec les citoyens. Après, c'est vrai que c'est des conditions qui sont hors normes, spectaculaires, et qui demandent une grande maîtrise. Mais lorsque les services sont au rendez-vous, comme sur Alès et comme sur Nîmes, je pense que ça permet un contact, effectivement, avec les citoyens. Après, les outils numériques, Objectif Gare, le plateau que vous réalisez et l'information que tu diffuses quotidiennement sur les réseaux montrent qu'effectivement, les réseaux prennent de plus en plus d'importance dans la diffusion d'informations, notamment... Donc finalement, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que les outils numériques sont un complément, mais que pour les élus, le contact direct sur le terrain est quand même essentiel. Oui, parce qu'on a plutôt tendance à considérer aujourd'hui que la panacée de la communication, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très bien. Le Facebook Live, c'est parfait. D'ailleurs, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est parfait. C'est le plus performant de Facebook. En revanche, il faut savoir le maîtriser. Facebook, il suffit pas de dire « je fais un live » pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un plateau technique. Il faut qu'il y ait des compétences devant et derrière la caméra, des gens qui soient capables d'animer le débat et de donner du corps aux prises de parole. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite une formation, un coaching en amont. Un dernier mot, parce que depuis plusieurs mois, depuis cette crise sanitaire, on voit sur les plateaux télé, au niveau national en particulier, tous les experts médicaux qui viennent s'exprimer. Un coup, on nous dit le vaccin, c'est dans un mois. Un coup, on nous dit ce virus, il n'est pas dangereux. Après, on nous dit que c'est la catastrophe absolue. Est-ce que là aussi, finalement, à force, on n'embrouille pas le message ? Je pense que si le message il est embrouillé, c'est comme dans tous les cas de figure, c'est parce qu'il y a une absence de leadership fort. Et en médecine, il y a eu un temps, alors le professeur Raoult qui a occupé l'espace, mais il n'y a pas de leadership fort aujourd'hui sur le plan médical qui fasse référence en France. Parce qu'à la base, c'est peut-être pas leur boulot ? Eh bien moi, si, c'est leur boulot, mais je pense que, prenons l'exemple un exemple qui n'a rien à voir. Remontons à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une crise majeure qui a traversé la France. Le général de Gaulle, il était très contesté. Mais sa vision de la France, son aura naturelle, son charisme naturel, sa façon d'appréhender la communication, révolutionnaire à l'époque, a fait qu'il s'est imposé en leader et qu'on l'a écouté, on l'a entendu et le pays s'est réuni derrière lui. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader et puis il faut dire aussi, à leur décharge, qu'il y a aussi une profusion de médias, ce qui n'aide pas non plus à la cohésion. Bien évidemment. Merci Olivier pour cette intervention. Monsieur Riven, vous en pensez quoi de cette communication ? Vous êtes pour le coup en première ligne en tant que président d'Alès Aglo. Vous utilisez les outils numériques. Vous êtes confronté aussi à cette crise sanitaire et à la problématique d'aller au contact de vos administrés. Tout à fait. Alors pour redire ce que Olivier Jalaguet a très bien dit, nous sommes en contact avec la population quotidiennement quand même parce que nous avons besoin de ce contact. Ils ont besoin de nous voir que physiquement nous sommes là. En plus, il y a ces réseaux sociaux, il y a toute la communication, les médias qui sont là aussi pour relayer la parole. L'un des problèmes, par contre, de cette communication en continu, moi qui m'affole, notamment les chaînes de communication en continu, c'est qu'il faut apporter une réponse immédiatement à toutes les questions. Oui. Donc les gens n'acceptent plus aujourd'hui qu'on puisse prendre un peu de recul, qu'on puisse se réunir avant de décider. Et réfléchir. Et réfléchir, surtout avant de prendre la bonne décision. Et du coup, c'est la décision parfois qui y réfléchit ou pas assez réfléchie. Et donc, moi, j'aime bien aussi prendre un peu de recul. Alors, ça va vite, parce qu'on arrive encore à réfléchir assez rapidement. Mais quand même, il faut écouter, il faut partager pour décider. Et trop de communication peut parfois tuer la communication, ça a été dit. Donc, il faut aussi le faire avec parcimonie. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Christophe, il y a un élément qui me semble essentiel aussi, qui est très dangereux à manipuler, c'est les éléments de langage. En politique, c'est la tarte à la crème aujourd'hui, qui ne fait pas d'éléments de langage. Le problème des éléments de langage, c'est que c'est une arme. Une arme, il faut savoir l'utiliser, il faut avoir un port d'arme. Et beaucoup d'élus n'ont pas le port d'arme des éléments de langage. Et ils se tirent des balles dans le pied.
ils arrivent à écrire des messages qui sont populistes le plus souvent et vraiment très dangereux. Et moi, je les engage à réfléchir à 2 fois et à chercher des conseils avant d'écrire et de dire surtout n'importe quoi. Merci Olivier Gélaguier d'avoir été avec nous ce soir. Vous revenez bientôt ? Avec plaisir. Bon, allez, on part dans le Gard. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite Boris Boutet, notre journaliste, qui est parti à la rencontre de Thierry Féline, le maire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Pas peu fier de voir sa commune à la télé tous les soirs, désormais, avec le nouveau feuilleton de TF1. Découvrons donc ce nouveau numéro d'Aujourd'hui dans le Gard. Et oui, bonsoir Abdel, on est ici avec Thierry Féline, le maire de Saint-Laurent-des-Gouzes, devant le château de Calvière, en plein centre-ville de Saint-Laurent-des-Gouzes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se passent ces premiers jours de reconfinement dans votre commune ? Oui, alors dans la commune, c'est un peu comme un peu dans toutes les communes, on a des comportements différents, c'est un peu difficile à accepter. Toutefois, il faut rester quand même prudent face à ce problème sanitaire, face à ce virus. Alors je soutiens énormément et je comprends le mécontentement de certains petits commerces qui sont fermés, notamment les salons de coiffure, les bars, les restaurants. Toutefois, il faut rester prudent et se ranger à la décision qui est prise au niveau national. Dans le centre ancien, je précise que la plupart des commerces sont ouverts, comme évidemment la pharmacie, les commerces de première nécessité, le tabac et également le marché qui se déroule normalement. Alors Saint-Laurent-des-Gouzes est comme toutes les autres communes de France un petit peu mise sous cloche, avec ce reconfinement. Et pourtant, paradoxalement, elle a été mise sous les feux des projecteurs lundi soir avec le premier épisode de la série Ici tout commence, tourné ici, juste derrière nous, au château de Calvière. Quelle est votre réaction justement à ces premières images ? Oui, alors, j'ai regardé bien évidemment le premier épisode de la série Ici tout commence hier soir. J'avais pu en prendre connaissance auparavant. Alors évidemment, on est ravis de voir notre commune mise en avant. Et également concernant les prises de vue du village comme de son environnement. Nous avons pu remarquer vraiment un environnement particulier, de qualité, ainsi que l'authenticité du village. Alors c'est aussi une opportunité économique pour la commune, en pleine période compliquée économiquement partout en France, d'avoir justement un tournage, tous ces acteurs, ces hôtels qui sont pleins. Bon là c'est le confinement, mais c'est vrai que ça vous a pas mal aidé ces derniers mois. Oui, ces derniers mois, c'est-à-dire depuis le déconfinement, on va dire depuis le mois d'avril, la production, ce tournage sur la commune a aidé particulièrement économiquement la commune et notamment ses bars, ses restaurants et tous ces commerces, l'ensemble des commerces qui pendant 6 mois, on va dire, toute l'équipe du tournage ainsi que tous les intervenants, que ce soit la production, la régie, les acteurs et les figurants, les intervenants ont été consommateurs sur la commune. Bon, espérons que ça dure. Merci Thierry Féline. Et c'est déjà la fin de 19h le live, première partie. On se retrouve dans quelques instants pour 19h le live. La suite au programme, la suite de l'interview de Christophe Rivenc, le président d'Alès Agglomération. Cette fois-ci, on lui posera des questions politiques. On parlera notamment de ses ambitions régionales. Vous aurez également, comme chaque soir, les coups de cœur culture de notre journaliste Thierry Allard, toujours confiné chez lui. Allez, restez avec nous. On revient dans moins de 5 minutes. A tout de suite sur Objectif Gard.